Avant de commencer les tables rondes, je voudrais tout d'abord remercier, et au nom de tous les députés du Front de gauche, remercier l'ensemble des personnes présentes ce soir pour cette conférence dont je rappelle l'appellation « Contre le démantèlement du Code du travail pour une alternative progressiste ». Bon, je tiens plus particulièrement à remercier les intervenants des deux tables rondes qui seront présentés par les animateurs de chaque table ronde avant chacune des tables rondes. Remercier aussi les députés de différents groupes qui sont présents, n'est-ce pas Barbara, et remercier toutes les personnes qui sont déplacées, je dirais les citoyennes, les citoyens qui sont déplacés autour de ce débat sur les enjeux liés à la réforme du Code du travail. Donc nous le voyons bien depuis maintenant plusieurs semaines, cette réforme apparaît comme le catalyseur d'une colère qui s'est exprimée à la fois lors des différentes manifestations qui ont eu lieu, mais aussi, je voudrais insister sur ce point, à travers de nouvelles formes de mobilisation originales. Je pense ici à la pétition en ligne qui a recueilli plus d'1 200 000 signataires. 2 millions. Que fait le groupe au niveau pour préparer mes interventions, 2 millions, comme je le disais, de signataires. Je pense également aux témoignages recueillis sur les réseaux sociaux avec le hashtag « On vaut mieux que ça ». Toutes ces initiatives témoignent de la volonté de faire tomber le projet de loi, mais aussi de faire émerger de nouvelles formes de mobilisation qui viennent compléter, accompagner, renouveler l'action syndicale et l'action politique. Ce sera l'objet de la première table ronde avec des intervenants divers. Objet de cette première table ronde, c'est-à-dire essentiellement autour de cette question, comment conjuguer les initiatives de la société civile avec l'action des forces politiques et progressistes. Cette mobilisation doit aussi être l'occasion pour la gauche de porter une volonté de changement et de faire émerger des contre-propositions progressistes au projet libéral de l'exécutif. Ce sera pour l'essentiel l'objet de la deuxième table ronde. Je voudrais revenir sur le projet. Malgré les dernières modifications annoncées, ce projet de loi, sa philosophie, mais aussi ce qu'il comprend concrètement, reste profondément régressif pour les droits des salariés. Pour l'essentiel, ce que nous disons, c'est qu'il s'agit du recyclage de vieilles recettes qui n'ont jamais fait preuve de leur efficacité. Et face justement à ce recyclage, à ces mesures extrêmement régressives, on voit bien que le gouvernement a développé une stratégie de communication savamment orchestrée pour nous montrer que son projet est le seul synonyme de progrès social, réduisant les opposants que nous sommes à des conservateurs, à des ignorants, incapables de comprendre quoi que ce soit, fermés à toute évolution de la société. Et pourtant, on voit bien que les mesures inspirées par ce dogmatisme libéral, c'est le renforcement du rapport de force au profit des employeurs, c'est l'affaiblissement des protections des salariés et la persistance des formes d'emploi précaires sans effet sur le niveau de chômage. On voit bien qu'en définitive, ce qui est moderne, ce qui est novateur, ce qui est intelligent, ce qui est l'expression d'une incontournable évolution de la société, c'est en fait un terrible retour en arrière d'avant le Front populaire. Et on peut même dire, eh bien, ça a été dit notamment par beaucoup, début du XIXe siècle, quand le Code du travail a été mis en place et s'est imposé parce qu'on considérait que les droits des salariés étaient supérieurs aux droits de l'économie et aux profits qu'on peut dégager par les activités. Ce qui est plus grave encore, c'est que cette entreprise de décrédibilisation de l'exécutif participe d'une volonté délibérée de nous empêcher de parler du fond de cette réforme. D'où l'objet de ce colloque, de cette mini-conférence, parce que nous pensons qu'il faut justement s'adresser aux consciences
et qu'on puisse ensemble décortiquer et qu'on puisse ensemble faire des propositions. Nous pensons qu'il est grand temps de recréer une dynamique collective nouvelle autour de propositions fortes pour que la gauche affronte les échéances à venir, si bien que cette conférence ne doit pas être seulement un moment d'indignation, mais aussi un moment de réflexion, de construction. Merci André. Alors pour cette première table ronde, donc je vais donner la parole pour commencer à Vincent Laurent, responsable de Génération Précaire, en lui demandant peut-être, là ça vaut peut-être le coup, qu'il prenne quelques secondes pour nous présenter son association. Alors, bonjour et merci pour l'invitation. Alors, le collectif Génération Précaire, dont je suis membre, il n'y a pas vraiment de hiérarchie de poste dans cette organisation. C'est né en 2005 et en 2005, c'est né sur la question des stages. On a voulu on a fait émerger cette question, c'est un peu ces invisibles du monde de l'entreprise qui étaient à l'époque 600 000. Qui ont doublé, voire triplé en l'espace de 10 ans, et qui montraient le début, en tout cas la continuité d'une mise en concurrence entre les statuts précaires hors champ du contrat de travail et le contrat de travail en soi. Et les risques qu'il y avait, et les risques que nous voyions, que nous avons vus à l'époque, et toujours encore maintenant, sur les emplois déguisés. Que le stage pouvait être, et était et est encore un emploi déguisé dans certains cas. Et en 10 ans, ce qu'on a remarqué, c'est que la situation n'a pas vraiment changé, et même ça a un peu empiré, puisque il est apparu, en plus du stage, d'autres statuts précaires qui font concurrence un peu plus avec le contrat de travail, notamment le CDI, c'est-à-dire le service civique et l'auto-entrepreneuriat, qui sont des moyens pour les entreprises de brader le contrat de travail et de créer une forme de concurrence déloyale, ou même au sein de l'entreprise, une forme de concurrence, de compétition entre les différents statuts dans l'entreprise. Et ce que l'on retrouve dans la loi travail, c'est exactement la même philosophie que ce qu'on retrouvait dans le CPE à l'époque, qui était spécifiquement pour les jeunes, mais là, c'est un contrat de travail au rabais qui est proposé à tous les salariés et non plus simplement aux jeunes. Mais ce sont les jeunes qui, quand ils rentreront dans le monde de l'entreprise en tant que salariés, subiront cette pression, cette double épée de Damoclès, celle d'être en période d'essai dans l'entreprise, et en plus, en cas de risque économique, de pouvoir être éjectés le premier parce qu'ils auront peu d'ancienneté et revendiqueront peu leurs droits. En fait, ce qui nous dérange dans cette loi travail, c'est que ça mélange deux choses. Un sujet qui nous tient à cœur, qui est comment obtenir des droits sociaux pour les stagiaires, c'est-à-dire le compte personnel d'activité. Ce débat-là est intéressant parce que ça permet pour nous de terminer le travail qu'on avait, qui était de proposer des droits sociaux à tous au statut précaire, mais aussi de décloisonner un petit peu la question du travail, parce que ils existent, les auto-entrepreneurs existent, les services civiques sont là, les stagiaires sont là, mais par contre, leur période de stage, de service civique ou d'auto-entrepreneuriat ne compte pas ou peu pour certains droits, voire pour la plupart des droits qui sont liés à celui du travail. Et le fait que le CPA soit inscrit dans cette loi travail et qui est en fait écrasé par le reste de la loi, qui est une forme de retour en arrière de dizaines d'années, voire presque de 100 ans, ça nous pose problème parce qu'on aura bien aimé et on veut toujours déconnecter ce débat-là, qui pose la question d'un décloisonnement des statuts et puis d'une sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie, en partant de certains statuts précaires au départ qui existent, dont il faut prendre en compte la réalité, et jusqu'à la fin de la carrière. Ce qu'on essaie aussi de faire, c'est de dialoguer avec tous les partenaires sociaux, et l'occasion du débat sur le compte personnel de l'activité nous permet de réengager ce dialogue social avec les partenaires sociaux et leur dire, voilà, vous vous occupez des salariés, mais vous ne vous intéressez pas ou peu à tous ces autres statuts précaires, et nous, ça nous intéresse de discuter avec vous et avec d'autres organisations, d'où la double page la semaine dernière, qui aurait pu en étonner quelques-uns, de dialoguer avec la CFDT et WeShare, qui est plutôt côté auto-entrepreneur, économie collaborative, dialoguer avec eux pour essayer de mieux se connaître et de faire en sorte que ces statuts-là puissent dialoguer entre eux et que ce soit un peu décloisonné. Merci. Oui, voilà.
Tu veux bien passer le micro à ton voisin? Donc je vais maintenant donner la parole, toujours pour 5-6 minutes maximum, à Martin Bontemps, vice-président de l'UNEF. Déjà, merci pour l'invitation. Nous, pour vous expliquer un petit peu la philosophie qu'on a à travers cette loi travail et la mobilisation qu'on est en train d'essayer de construire avec aussi les organisations de jeunesse, c'est de partir un petit peu du constat que les étudiants et les jeunes, ils sont déjà précaires pendant leurs études parce que obligés de se salarier pour pouvoir les financer avec une protection sociale insuffisante, etc. Ensuite, précaires pendant l'insertion professionnelle parce qu'il y a un sas de précarité avant l'accès à l'emploi stable à travers la multiplication des CDD, de l'intérim, etc., des stages, ce genre de choses-là. Et qu'à un moment donné, les jeunes, ils jouaient ce jeu-là aussi, de dire ok, on peut accepter cette précarité-là, mais dans l'objectif derrière d'avoir un emploi stable qui nous protège sur le marché du travail concrètement et qui nous permet justement de pouvoir construire notre vie derrière. Et là, concrètement, avec cette loi travail, ce que le gouvernement nous propose, c'est la précarité à vie, tout simplement, à nous, notre génération, qui est la plus qualifiée. Au final, nous, on joue le jeu depuis des années, et là, on nous explique très concrètement que ça servait à rien de le faire et que c'est au final l'instabilité qui nous attend sur le marché du travail. Donc nous, en gros, on résume cette loi à travers 3 points. C'est travailler plus, notamment avec la possibilité sur un simple d'accord d'entreprise de monter jusqu'à 46 heures de travail par semaine, alors même qu'on a déjà plein de gens qui sont au chômage. Au final, on préfère augmenter le temps de travail de ceux qui sont déjà dans l'emploi plutôt que de le répartir entre tout le monde. Gagner moins, puisque la majoration des heures supplémentaires pourrait descendre à 10% au lieu de 25% comme c'est le cas à l'heure actuelle, et surtout se faire virer plus facilement également, avec tout un tas de dispositifs qui facilitent à la fois les licenciements économiques, mais aussi des mesures, par exemple, qui permettent à un employeur de virer son salarié s'il n'accepte pas les modifications de son contrat de travail. Donc nous, c'est un petit peu comme ça qu'on analyse cette loi-là et qu'on la présente aussi aux étudiants, et justement de pouvoir nourrir cette colère quand même, qui est de dire à un moment donné, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et on n'en peut plus de cette précarité. Et notamment, nous, on ne veut pas négocier le niveau de précarité avec le gouvernement qui va y avoir, parce que nous, derrière flexibilité, en réalité, c'est précarité qu'on entend, et je pense qu'il ne faut pas être dupe sur cette question-là. On refuse de négocier le niveau de précarité des jeunes sur le marché du travail. Donc c'est pour ça que nous, notre revendication première, c'est le retrait de la loi travail comme préalable à toute négociation possible sur les questions d'emploi des jeunes, etc., et de nouvelles mesures sur le code du travail. Et je pense que c'est ce que les jeunes portent dans la rue en ce moment. Ensuite, sur un petit peu le nouveau montage du projet de loi, c'est quand même assez particulier, ce gouvernement qui se veut le gouvernement de la jeunesse, qui parle de concertation, qui parle de jeunes, mais qui au final a attendu qu'il y ait 500 000 personnes dans les rues pour pouvoir rencontrer les organisations étudiantes et lycéennes. Donc bon, une fois que on a quand même réussi à imposer par le rapport de force le fait de se voir, nous on a présenté assez simplement au gouvernement ce qu'étaient nos revendications, ce qui était porté par la rue, et au final il y a un désaccord de fond profond avec ce gouvernement et une vraie rupture au niveau de ce qu'il faudrait faire pour l'emploi des jeunes. Et donc les aménagements que nous ont proposés Valls la semaine dernière, nous ça ne nous convient pas, parce que justement on ne veut pas négocier ce niveau de précarité. Alors certes, la pression de la rue elle a permis de faire reculer le gouvernement sur 2 mesures qui étaient à mon avis les plus symptomatiques de cette loi-là, à savoir la barémisation des indemnités prud'homales et le travail des enfants. Toujours est-il que le fond de ce projet de loi, la philosophie générale de ce projet de loi reste la même et est toujours synonyme de précarité. Donc nous, il n'y a pas de raison qu'on change de ligne. En plus de ça, on a essayé un petit peu de nous enfumer avec l'histoire de la garantie jeune également, où au final, on a un gouvernement qui surfe sur la différence entre généralisation de la garantie jeune et universalité de la garantie jeune, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. La généralisation, c'est permettre aux missions locales d'accompagner des jeunes vers l'emploi, etc., mais sans forcément en définir les contours de manière générale. Et l'universalité, c'est garantir aux 900 000 jeunes sans qualification d'avoir accès justement à cette garantie jeune, et ça représente 5 milliards d'euros. Et donc tant que cet argent il n'est pas posé sur la table, on ne peut pas parler d'universalité. Donc nous, on a refusé ce jeu du gouvernement, et c'est aussi comme ça qu'on a continué à structurer les campus, etc., en disant la philosophie générale de ce texte ne nous convient pas, et donc
donc on poursuit la mobilisation et surtout on va l'amplifier parce qu'en réalité, ce dont ce gouvernement a peur, c'est de voir des jeunes, des étudiants, des lycéens et des salariés main dans la main dans la rue pour aussi lui infliger une défaite sociale sur ce texte-là. Donc nous, c'est la dynamique dans laquelle on est. Et après, donc le retrait du projet de loi comme préalable à toute nouvelle discussion sur l'emploi des jeunes. Nous, les discussions qu'on va avoir sur l'emploi de jeunes, ils s'arquent autour de 3 éléments principaux. Le premier, c'est notamment de garantir une protection sociale et un accompagnement vers l'emploi, notamment pour les nouveaux entrants sur le marché du travail, etc. Réfléchir à l'accès au RSA pour les moins de 25 ans, le développement des missions locales, ce genre de choses-là. La deuxième chose, c'est de garantir l'accès aussi en CDI et que le CDI, ce soit la norme d'emploi, notamment en développant la taxation des emplois précaires et le soutien aussi aux entreprises qui embauchent en CDI. Et la dernière chose aussi, c'est la reconnaissance des diplômes dans les conventions collectives, parce que c'est quand même insupportable aujourd'hui pour nous en tant que jeunes d'être des diplômés à Bac+5 qui sont au final payés au SMIC en tant que tel, avec tout un tas de dispositifs qui servent de trappe au bas salaire, et au final où quand on a fait 5 ans d'études, c'est pas normal qu'on soit cantonné à 1 200 € par mois, et donc nous c'est aussi vers ça qu'on veut progresser, c'est-à-dire que à hauteur de qualification donnée, rémunération donnée, pour protéger les jeunes aussi sur le marché du travail. Merci beaucoup. Je passe le micro à Camille Lenné, donc qui est secrétaire générale du mouvement des jeunes communistes. Ah non, ça rigole pas. Bonsoir à tous. Du coup, merci aussi pour cette invitation. Alors, ça a déjà été dit, mais nous, si on est mobilisés aussi, c'est évidemment parce que on considère que cette loi, c'est une attaque sans précédent pour le monde du travail. Y compris, ça a été dit par André, mais c'est aussi, on a quand même l'impression d'avoir un recul vers le 19e siècle et en fait, on a vraiment l'impression d'avoir des casseurs d'avenir en face de nous. Y compris, on a quand même beaucoup entendu au début où la mobilisation s'est lancée, pourquoi est-ce que les jeunes sont là, ça concerne pas les jeunes quand même, cette histoire, etc. Alors que je veux dire, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, on voit bien qu'évidemment les jeunes sont concernés, parce que quand on est étudiant, lycéen, on va finir par travailler, donc ça nous concerne évidemment. Et puis il y a aussi des jeunes qui travaillent déjà, faut quand même pas l'oublier. Et sachant qu'en plus, c'est quand même les jeunes qui sont touchés le plus par les contrats précaires et qui sont aussi les derniers embauchés en général dans les boîtes. Et quand il y a des vagues de licenciements, comme potentiellement ça va être le cas, c'est eux qui vont dégager les premiers, quoi. Donc c'est aussi tout ça qu'il faut prendre en compte, et ça montre que les jeunes forcément sont impliqués là-dedans. Et puis vu la mobilisation qu'il y a dans la rue, on voit bien que les jeunes se sentent concernés par les questions d'emploi aussi. Et sans oublier que y a ça, et puis il y a eu tout le côté de maintenant vous savez pas, en fait il y a eu comme un mépris de vous savez pas lire cette loi, vous comprenez pas que du coup c'est pour les jeunes quand même, parce qu'au début il y a eu pourquoi vous vous mobilisez, et après il y a eu quand même cette loi elle est pour les jeunes, il y a du chômage, etc. Et alors Martin l'a dit, mais les syndicats et lycéens et étudiants ont été reçus, et c'est quand même le discours d'après ce que j'ai compris qui a été porté, de dire en fait quand même vous avez pas bien lu les projets de loi, voilà. Donc ça c'est aussi à la fois méprisant pour nous et puis pour tous les autres gens qui se mobilisent, parce que il y a évidemment les organisations de jeunesse comme les nôtres là en l'occurrence, puisqu'on est tous dans un collectif où il y a plus de 20 organisations de jeunesse, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi rassemblés aussi, il faut se le dire, hein, pour se mobiliser comme ça. Donc on appuie vraiment sur le retrait, et puis alors ça a été dit, voilà, parce que il y a eu des reculs qui ont été faits par rapport à la mobilisation, parce qu'il y a eu quand même, on compare souvent avec le CPE, mais on peut se dire que 500 000 pour une première manifestation, c'était plus que la première manifestation du CPE, donc c'est déjà une bonne chose à prendre en compte. Et par contre, les reculs qui ont été faits, parce que forcément, quand il y a une grosse mobilisation, il y a des reculs, mais en fait, ça nous convient pas, et l'esprit de la loi reste le même, donc je reviens pas, parce que Martin a déjà détaillé les reculs en question, mais voilà. Et effectivement, on nous sort du chapeau un peu la garantie jeune, qui avait déjà été abordée en février, et que là, on nous repose en disant, voilà, il y a ça, calmez-vous, vous voyez bien qu'on s'occupe des jeunes quand même, et en plus, c'est quand même la garantie jeune, qui est une garantie sans garantie, puisque les financements ne sont pas sur la table, et voilà, on nous dit, oui, on va l'élargir, etc. Et on voit par ailleurs que les missions locales sont à bout de souffle, que les financements sont toujours plus coupés, etc. Et on nous promet des choses qui finalement sont des promesses en l'air, et donc ça peut pas convenir. Donc c'est pour ça qu'on reste mobilisé pour le retrait, et qu'il y a eu aussi du monde la semaine dernière, et qu'il y aura du monde, j'en suis sûre, le 24.
24 et le 31, bien sûr, comme point d'orgue. Après, sur les nouvelles formes de mobilisation, parce que bon, là, ce dont je parle, c'est la mobilisation, enfin, c'est les organisations de jeunesse qui... alors après, certes, les organisations de jeunesse sont mobilisées, mais elles touchent aussi des gens qui ne sont pas dedans, hein, c'est l'intérêt d'une organisation. Mais bien sûr, il y a aussi comment est-ce que on prend en compte ce genre de nouvelles choses qui arrivent, que ce soit cette pétition qui est massive sur Internet, mais aussi les youtubeurs et toutes ces nouvelles formes de mobilisation. Alors pour moi, c'est pas contradictoire, hein, les uns et les autres. L'important, c'est de converger dans la rue, et ce qui s'est passé le 9 mars et après, et ce qui va continuer à se faire, quoi. Et du coup, pour avoir déjà discuté avec et des gens de collectifs citoyens et des youtubeurs, du coup, on voit bien que l'idée, c'est de mobiliser le plus de gens possible, quoi. Donc c'est ça aussi l'intérêt, et y compris toutes les nouvelles formes de mobilisation, elles sont aussi en lien avec ce qui se passe dans la société, et puis le numérique qui prend aussi le pas sur beaucoup de choses, et c'est normal, il faut se saisir aussi de ça, et c'est comment est-ce que nous, on arrive aussi à être présents dans les réseaux sociaux et rendre ça un peu dynamique, et ce qu'on essaye de faire quand même au quotidien. Ensuite, du coup, il y a l'aspect retrait de la loi. Donc ça, on est tous là-dessus dans le collectif, et on maintient. Mais après, l'idée, c'est aussi d'être force de proposition, parce que contrairement à ce qu'on peut dire, les jeunes, certes, s'opposent à cette loi, mais on a aussi des choses à dire pour notre avenir, et on a des idées, quoi. On n'est pas non plus que là à gueuler dans la rue, quoi. Et du coup, donc ça a été dit, mais effectivement, il y a les apprentis et les stagiaires. Il y a la question de la rémunération, parce qu'en vrai, bon, comme on est renfermé dans un sas de précarité, quand on est en stage ou en apprenti, et en plus, on doit remplacer un travailleur, mais par contre, on est payé avec un salaire de misère. Et ça, je pense que c'est plus possible pour nous. Et puis après, il y a... Excusez-moi. Il y a tout ce qui est l'éducation, avoir une éducation de qualité, des moyens pour étudier. Et ça, je pense que c'est aussi important. Et ça, c'est aussi des choses qu'on dit depuis des années, mais qu'il faut marteler sans cesse. Et puis, pour en finir avec la précarité, je pense que les normes d'emploi, que ce soit le CDI, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et qu'il faut, voilà, que ce soit la norme d'emploi. Et puis aussi la diminution du temps de travail, parce que contrairement à ce qu'il peut être véhiculé un peu partout en ce moment, ce qui a créé de l'emploi, c'est pas de rallonger le temps de travail, c'est de la réduction. Les 35 heures ont créé de l'emploi. Et ça, il ne faut pas l'oublier, je pense. Et du coup, c'est ça aussi qu'on porte, et qui est important de le rappeler. Alors, je donne la parole à Pierre Jacquemont. Ça marche comme ça. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Moi, je crois qu'en fait, la solution, il n'y a pas de solution, mais en tout cas, pour répondre à la question qui est posée sur comment on conjugue les initiatives citoyennes avec les actions des forces politiques, elle tient pour partie dans la méthode qui a été utilisée par le gouvernement. En fait, ça a été un vrai jeu de dupes, en fait. Pour l'avoir vu de près, il y a eu une vraie concertation qui a été menée par la ministre du Travail avec les organisations syndicales pendant près de 2 mois. La ministre du Travail a également mis en place une mission qui rassemblait des universitaires, des chercheurs, des intellos, pour faire des propositions introductives, notamment au projet de réforme. Et puis, il y a même eu, alors ça a été assez peu su, d'ailleurs je crois que les conclusions devraient être rendues prochainement, il y a eu aussi un appel à la mobilisation des citoyens pour faire des propositions sur le compte personnel d'activité. Or aujourd'hui, alors que l'on connaît les grandes lignes du projet de loi, je crois qu'on est tous d'accord ici pour se dire que personne ne s'y retrouve. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je crois que la démarche citoyenne, notamment, effectivement ce qui a été dit tout à l'heure sur la pétition qui a recueilli plus de 2 millions de signataires, cette démarche assez spontanée, en fait, cette mobilisation citoyenne. Moi, j'ai trouvé refuge. Je ne suis pas militant politique, je ne suis pas militant syndical. J'ai trouvé refuge dans un collectif citoyen qui est à l'origine de l'appel du 9 mars, qui rassemble des étudiants, qui rassemble des militants associatifs, des militants politiques, qui a vocation à fédérer tout ça. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait une partie de la solution dans la méthode qui avait été utilisée par le gouvernement, c'est que je pense aujourd'hui qu'il faut un rassemblement large, un rassemblement qui renoue avec les intellos, qui renoue avec les chercheurs, qui renoue avec les travaux d'intellectuels. Parce que c'est pas vrai qu'aujourd'hui on se revendique de la modernité quand on propose de travailler plus pour gagner moins. Je crois qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'universitaires qui ont fait des propositions sur la question du partage du temps de travail, sur la question des temps libres, sur la question de la portabilité des congés, notamment d'un contrat à un autre, etc., pour valoriser ce que pourrait être un vrai CPA. Et aujourd'hui je crois qu'il y a un besoin effectivement de rassemblement de toutes ces forces aujourd'hui qui s'opposent à ce projet, parce que je crois aussi qu'il n'est pas possible de le réécrire,
il n'est pas possible de l'amender, il est totalement contestable dans le fond, parce qu'effectivement, les critiques ont été essentiellement portées sur le licenciement économique, sur le plafonnement des indemnités prud'homales, et notamment des modulations des heures supplémentaires au-delà d'une année, pouvant aller jusqu'à 3 ans, d'ailleurs, qui est toujours dans le cadre de cette loi. C'est le fond de cette loi qui est vraiment aujourd'hui condamnable, je crois. Aujourd'hui, avec le fait que la loi ne soit plus le cadre protecteur, mais que demain, dans l'entreprise, on peut renégocier un contrat de travail, que le contrat de travail sera aujourd'hui le vrai seuil de négociation, donc l'employé seul face à son chef d'entreprise. C'est une inversion culturelle majeure aujourd'hui de la manière dont on pense les protections des travailleurs, et je crois que c'est en ça qu'aujourd'hui il faut évidemment condamner ce texte et en demander et en exiger le retrait. Jamais on nous a expliqué en quoi consistait ce texte, jamais on nous l'a soumis. Voilà, en tout cas nous, à la CGT, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc ça, forcément, ça a crispé. D'ailleurs, je crois que la méthode a été tellement problématique que ça a crispé toutes les organisations syndicales au départ. Ça explique aussi une tension globale. Je vous rappelle quand même que ce texte, il sort d'abord dans la presse. Nous, on en prend connaissance par le biais de la presse, le 17 février. Et d'ailleurs, dans la journée, il se passe plein de choses, puisque on rajoute un article, l'article 30 bis sur le licenciement économique, pour vous dire combien aucune concertation n'a eu lieu. On découvre les choses au fur et à mesure. Et puis, il y a cette fameuse histoire du 49.3 qui est mise sur la table et la pétition est lancée. Donc voilà, tout d'un coup, il y a une convergence à ce moment-là parce que, en tout cas, en partie aussi, pour les organisations syndicales, la méthode a crispé. Et encore une fois, je le dis pour l'anecdote, mais ce fameux cadre légal qui oblige le gouvernement à organiser une concertation, c'est une loi qui est née juste après le CPE. Voilà, parce qu'à l'époque, ils se sont rendus compte quand même que c'était pas bien malin de poser sur la table de tels projets sans consulter les organisations syndicales, les organisations de jeunesse, etc. Il s'est passé ce qui s'est passé, ce que vous savez tous. À l'époque aussi, d'ailleurs, recours au 49.3. On a vraiment l'impression que l'histoire se répète. Et donc, ils avaient mis en place cette loi-là pour que ça ne se produise plus. Et là, une fois de plus, en contournant les organisations syndicales, cela dit, sur cette question-là, c'est assez récurrent. Cette loi-là est assez régulièrement contournée, on en a l'habitude. On pense que la négociation n'est pas forcément le bon biais. Par contre, on aimerait qu'à l'avenir, on soit concerté quand même sérieusement sur ces questions-là. Il n'est pas possible de faire ça en catimini. Là, le gouvernement l'a payé et on espère que ça va payer tout court d'ailleurs avec le retrait de ce texte-là. Mais voilà, ça c'est la première chose qu'on voulait dire. Alors après, pour les suites, je crois que là, le grand enjeu, c'est d'expliquer que les quelques retraits de mesures n'ont rien changé sur le fond. Tout d'abord, il y a eu une espèce de tour de passe-passe, puisqu'il y a des mesures qu'on pense avoir disparu, et ce n'est pas le cas. Je pense par exemple au barème des indemnités prud'homales. On nous explique qu'elles disparaissent du texte, c'est exact. Elles n'apparaissent plus dans le texte, mais on nous promet que ce barème va devenir indicatif. Voilà. Et donc là, on a entendu Emmanuel Macron le dire et le répéter. Tout le monde monte à la charge, monte au créneau pour nous expliquer que ça, en tout cas pour rassurer le patronat, en leur expliquant que ça n'a pas disparu. Donc ça, c'est étonnant. Même chose sur tout un tas de mesures. En réalité, voilà, le fractionnement du temps de repos, je ne veux pas entrer trop dans la technique, mais voilà, dans certains cas, on pouvait fractionner les 11 heures de repos quotidien auxquelles vous avez droit. Et en fait, ça ne disparaît pas vraiment. Il y aura une concertation sur le sujet. Donc on voit bien que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et par ailleurs, lorsque certaines mesures sont vraiment retirées, je pense à certaines mesures en matière de temps de travail, on retombe sur le droit actuel. Et ça, c'est une vraie question qui se pose. Et je pense que le mouvement, il a été très fort aussi, parce que tout d'un coup, les gens ont redécouvert ce que c'était que ce droit du temps de travail et qu'on ne peut pas s'en satisfaire en réalité. Il faut absolument obtenir le retrait de ce texte. C'est la première étape évidente. Mais il faudra aussi s'interroger sérieusement sur le droit qu'on a actuellement. Et on ne peut pas, à notre avis, en tout cas, on ne peut pas se contenter d'un statu quo. Il faut aller vers des droits nouveaux, il faut aménager certaines choses, notamment, encore une fois, le droit sur le temps de travail. C'est déjà un droit qui est très problématique, c'est déjà un droit qui autorise plein de dérogations. Tu as été directement interrogé sur la concertation. Sur la concertation. En fait, avant de présenter la méthode utilisée par la ministre du Travail, j'ai insisté effectivement sur la question de la concertation. La ministre du Travail, quand on lui a proposé le poste de ministre du Travail, qui est un grand poste, qui était censé être un beau poste pour elle, qui était censé être un poste où elle aurait dû incarner ce qu'a été ce ministère depuis toujours, un ministère de conquête sociale, un ministère de progrès sociaux, et
Et la discussion qu'elle a pu avoir avec Hollande et Valls, c'était tu vas porter le CPA, tu vas porter le compte personnel d'activité, tu vas porter ce qui va être la grande révolution sociale de ce quinquennat. Et donc la feuille de route initiale était celle-ci. Et quand je parlais de concertation, il y a eu, en vrai, il y a eu 5 ou 6 réunions, je crois, par organisation syndicale, pas toujours en présence de la ministre, mais avec quelques-uns de ses conseillers. Et cette concertation, elle a principalement tourné autour justement de quelles sont vos idées sur le CPA. C'est pour ça que je disais qu'il y a eu une écoute. Je ne dis pas qu'il y a eu une négociation, ça c'est sûr. Il y a eu une écoute et elle a été, elle, pour la peine, je ne veux pas chercher à la défendre, mais très à l'écoute et des propositions nouvelles qui ont émergé sur le CPA, qu'elle a portées et qu'elle a posées sur la table du Premier ministre et du Président de la République. Tout à l'heure, je parlais de jeu de dupes. J'ai oublié le jeu de dupes aussi avec les parlementaires. Effectivement, c'est assez hallucinant de voir combien les organisations de jeunesse n'ont pas été sollicitées, les parlementaires l'ont été parfois, mais assez peu, et n'ont surtout pas eu le projet de loi avant les journalistes. Donc en termes de méthode, c'était quand même assez étrange. Et plus globalement, je dirais même que le projet a échappé à la ministre elle-même, en fait. C'est-à-dire que la concertation a duré quand même 2 mois. Il y a eu ce que je vous disais tout à l'heure sur les échanges qu'il y a eu avec les chercheurs, les intellos sur ce projet. Mais moi, j'ai quand même vu la ministre venir me voir, me dire j'ai gagné l'arbitrage contre Macron sur le licenciement économique, sur le plafonnement des indemnités prud'homales. J'ai vu la ministre me dire ça. Et j'y ai cru à un moment donné, j'ai cru qu'effectivement son projet de loi allait vraiment être un projet de loi sur le CPA. Je vous dis ça, c'était courant janvier. Elle a gagné l'arbitrage contre Macron sur le licenciement économique et le plafonnement des indemnités prud'homales. Ce que je veux dire, c'est que ça a été un jeu de dupes pour tout le monde, en fait. La trahison, évidemment, je pense qu'elle vient de plus loin, en fait. Je pense que dès le moment où elle a été nommée ministre, évidemment, Valls savait qu'elle allait être le projet de loi. Et d'ailleurs, quand on entend Macron aujourd'hui dire qu'il demande aux parlementaires socialistes de réintroduire ce qui a été enlevé par Valls dans le projet de loi, on sait déjà que la philosophie de ce texte est inspirée, mais même au-delà de notre seul territoire. C'est directement lié, en fait, à ce que demande l'Union européenne. Et aujourd'hui, François Hollande est pieds et poings liés par les dirigeants européens sur le contenu des réformes qu'il doit mener. Et c'est là où il y a une défaite politique majeure aussi. C'est-à-dire que la technostructure, j'ai écrit une tribune dans Le Monde il n'y a pas très longtemps où je parle de cette technostructure. En fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a un échec total de la pensée politique. C'est que un président de la République qui dit et qui se fait élire sur un projet, bon voilà, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais qui se fait élire sur un projet où il dit je vais faire la révolution sociale en créant un nouvel outil qui sera le CPA, qui intégrera la question de la portabilité des congés annuels, qui intégrera la question des droits aux chômeurs, qui intégrera la question du compte épargne-temps, qui intégrera la question des temps de la vie. Tout ça fait qu'aujourd'hui, le poids de la technostructure, le poids de l'Europe aujourd'hui est bien plus fort. Et c'est pour ça que je parle de jeu de dupes. C'est qu'en fait, la ministre elle-même, quand elle a été nommée, on lui a dit fais ta concertation et on rendra nos arbitrages plus tard. La ministre a été elle aussi piégée. Et que le fait qu'elle porte cette réforme, je ne crois pas que la ministre du Travail, que je connais, dont je connais les convictions, se soit convertie au libéralisme en 2 jours. On lui demande aujourd'hui de porter une loi qui n'est pas en phase avec ce qu'aurait dû être une vraie réforme de gauche. Ce CPA ne peut pas cacher tout le reste du texte, quoi, hein. Et le problème, c'est celui-là, c'est que nous, on n'a pas eu connaissance réellement du texte avant que le Parisien le diffuse. Donc voilà, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Il y a un autre point que je n'ai pas soulevé tout à l'heure, c'est cette notion de travail au sifflet. C'est-à-dire qu'en plus d'augmenter le temps de travail, ce texte-là, il va obliger les salariés à, en fait, il va rendre le lien de subordination diffus et permanent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les rappeler du jour au lendemain, quasiment, pour venir travailler. Ça va être le cas pour les astreintes, ça va être le cas pour l'annualisation. On va pouvoir, la modulation, pardon, parce que maintenant, ça va durer 3 ans, ce système-là. Et on va pouvoir vous rappeler quasiment d'un jour, aller pour l'autre, ou en tout cas pour le lendemain, vous demander de revenir travailler. Donc, vous ne pourrez plus rien organiser de votre temps privé. Ça sera le cas aussi pour les congés payés. Aujourd'hui, 1 mois avant votre départ en congé, on ne peut pas vous demander d'y renoncer. C'est pas possible. La date est bloquée. Demain, par accord d'entreprise, encore une fois, toujours ce même système, cette même inversion de la hiérarchie des normes. La loi ne garantit plus. Par accord, on peut faire beaucoup moins bien. Mais par accord d'entreprise, on pourra convenir que 2 jours avant, on fasse annuler vos vacances. Donc voilà, il y a effectivement la problématique du temps et de ce qu'on appelle le travail au sifflet, hein, c'est-à-dire que vous faire revenir à n'importe quel moment et donc vous rendre, en tout cas rendre le lien de subordination permanent et diffus, ce qui est un autre problème.
Je vais essayer de revenir sur plusieurs choses. Déjà, le lien entre la mobilisation numérique et la mobilisation dans la rue et la mobilisation physique. Nous, c'était un petit peu le pari qu'on s'était lancé, puisque de fait, on a 3 initiatives Internet, en tout cas, qui sont prises au lendemain de la fuite du projet de loi travail. On a la pétition qui offre un premier levier de mobilisation, etc. Et des gens qui, au final, derrière leur ordinateur, se mobilisent quand même. Et c'est pas que du virtuel, quoi. C'est réel aussi. C'est une démarche politique qu'il faut prendre en tant que tel. On a un hashtag qui est lancé, on vaut mieux que ça, qui permet à la fois de libérer la parole, et ça c'est très important, mais aussi de prendre conscience que en fait, on n'est pas tout seul à galérer dans notre coin, et qu'on est quand même beaucoup à avoir des conditions de travail ou des relations avec notre patron qui sont très limites, quoi. Et la dernière initiative, c'est l'appel du 9 mars qui se lance, etc. Et donc cette effervescence-là aussi, elle génère un débat dans la population. Et nous, en tout cas, je pense ce qu'on a fait avec l'interorga jeune, et qui quand même, c'est assez rare d'avoir un texte qui est signé par 23 organisations au final, et je pense que c'est aussi un message qu'on envoie à nos aînés sur un certain nombre de points. Mais en tout cas cette dynamique de mobilisation aussi qui est très intéressante derrière, et qu'on a réussi à transformer dans la rue en expliquant aux jeunes: maintenant tu t'es mobilisé derrière ton ordinateur, tu as dit ce que tu pensais avec ton hashtag, maintenant viens dans la rue, parce qu'en fait c'est que en allant dans la rue qu'on fera reculer le gouvernement. Et donc c'est un peu le pari qu'on a fait, et je trouve qu'au final plutôt bien marché. L'autre problème qu'on a aussi, surtout qui se pose aujourd'hui, c'est le non-respect du droit de réunion dans les universités, parce qu'on a tout un tas de facs qui ont pratiqué des fermetures administratives, et donc ont empêché aussi les jeunes de se rencontrer, de discuter, de débattre, et de pouvoir décider eux-mêmes de la mobilisation qu'ils vont vouloir avoir derrière. Et sur les difficultés de mobilisation, alors moi je pense qu'on n'a pas de difficulté à mobiliser stricto sensu, parce que en fait on mobilise, et la preuve en est, quoi, puisqu'il y a des jeunes dans la rue et tout ça. Après, est-ce que c'est facile en ce moment vu le climat? Non, quoi. Je vais pas dire que c'est facile, y compris nous, enfin en tout cas à titre de notre organisation à la JC, on a eu plein de camarades qui ont été soit interpellés, soit même violentés par les forces de l'ordre, etc. Du coup, j'ai écrit une lettre ouverte à Bernard Cazeneuve qui m'a pas répondu, mais enfin je l'ai quand même fait, quoi, pour alerter sur les dérives et les violences et la criminalisation, c'est dur à dire ce mot, des mouvements sociaux. Et en fait, c'est un vrai problème, parce que après, Martin l'a dit, mais il y a aussi, donc il y a ça, il y a l'aspect violent, quoi, au sens physique, mais il y a aussi comment est-ce que je me réunis, comment je m'informe, etc. Alors que mon établissement m'empêche de le faire, que ce soit dans les facs qui sont fermés, mais aussi les lycées où quand même c'est compliqué, et quand on a des proviseurs qui bloquent, etc. Et on n'arrive pas à ne serait-ce qu'informer, discuter entre nous, etc., quoi. Donc il y a toutes ces questions-là. Est-ce que c'est facile? Non. En plus, il n'y a pas eu de mouvement social depuis longtemps, donc il y a des jeunes qui sont mobilisés aujourd'hui, qui n'ont pas connu les mouvements sociaux qu'il y a eu, qu'on parle beaucoup du CPE, mais en vrai, la jeunesse aujourd'hui, le CPE, ça fait loin aussi. Donc c'est une référence pour beaucoup de gens, c'est normal. Mais par contre, on est là aussi dans une nouvelle période avec voilà, des choses pas faciles autour de nous. Et donc, effectivement, c'est pas évident, mais je pense que nous, c'est aussi notre rôle aussi de pousser à tout ça, et d'encadrer aussi, et y compris quand il y a des violences, etc., de mettre les gens en lien avec soit des avocats, et puis leur donner leurs droits aussi, parce que les jeunes ne connaissent pas forcément leurs droits. Et bon, tout ça, c'est ce qu'on essaye de faire pour que les gens se mobilisent. Et bon, de la mobilisation, il y en a. Après, c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais je pense que les jeunes sont plutôt motivés. Est-ce que les syndicats sont suffisamment représentatifs et notamment je veux parler de ces jeunes, de ces nouveaux entrants sur le marché du travail qui ne vont pas adhérer, qui n'adhèrent pas dans tous les syndicats, et qui, eux, sur les premières années après avoir galéré pendant 2-3 ans avec des contrats précaires, vivent une souffrance au travail, pour certains, difficile, et n'osent pas parler devant leur patron, et n'osent pas aller aussi voir les représentants syndicaux, les délégués du personnel. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de renouvellement à effectuer aussi du côté de la représentativité et des syndicats? Et là, la mobilisation en ligne est une occasion, et on a remarqué que la CGT venait tout juste de créer son compte Twitter il y a à peine 2 semaines. C'est la mobilisation en ligne. La mobilisation en ligne, c'est ça aussi qui va... il faut entendre aussi cette forme de mobilisation. On vaut mieux que ça.
c'est tout un tas de jeunes qui ne vont pas dans les syndicats et qui expriment quand même leur souffrance au travail. Ils ont eu leur parole libérée, ça a déjà été dit, et c'est important de le redire. Et puis depuis 10 ans, les formes de mobilisation ont changé. Il y a différents collectifs, et en fait, ça s'est aussi fractionné. C'est pas sur un sujet global, c'est pas contre quelque chose ou pour un nouveau projet de société, mais il y a différents collectifs qui se sont créés pour combattre des sujets très précis et qui ont obtenu des choses. À Génération Précaire, avec d'autres organisations, et puis la discussion avec les parlementaires et les partenaires sociaux, on a aussi obtenu l'encadrement des stages. Jeudi Noir a tenté d'obtenir l'encadrement des loyers. Les Georgettes Sand ont obtenu le retrait de la taxe tampon à l'Assemblée. D'autres collectifs, par exemple féministes, ont aussi obtenu des choses sur des sujets, mais sur des problématiques très précises. L'originalité de l'Interorga Jeune, c'est que ce sont en même temps des organisations qui représentent les étudiants, les lycéens, mais aussi des problématiques fragmentées. On a Oser le féminisme et l'UNEF dans la même pièce, alors que c'est des sujets qui, normalement, égalité femmes-hommes et étudiants qui ne sont pas forcément corrélés aussi facilement. Les syndicats devraient aussi arriver, et là c'est du côté des réponses, décloisonner, que ce ne soit pas les jeunes et les syndicats de leur côté qui se mobilisent, mais qu'ils arrivent aussi à dialoguer entre eux, et qu'il existe des passerelles. La mobilisation en ligne est un des points de départ, mais il doit y avoir des passerelles entre les organisations syndicales et les organisations de jeunesse. Nous, on a tenté de le faire dans une double page dans l'IB avec la CFDT et un mouvement de l'économie collaborative. Il doit s'amorcer une nouvelle forme de dialogue social aussi, et aussi une forme d'agilité dans la mobilisation par des sujets précis, l'agilité, le terme utilisé par M. Gattaz, qu'on peut aussi s'appliquer à nous-mêmes pour essayer d'agir plus rapidement et plus efficacement sur des sujets très précis. Moi, je vais juste réagir sur la dernière intervention. Je pense qu'on a une espèce de défiance qui se met en place entre les citoyens de sens très large, encore plus les jeunes, et les institutions traditionnelles de manière générale, qui soient des partis politiques, les syndicats, etc. Nous, on le ressent aussi, en tout cas à l'UNEF, je pense que c'est un constat qui est assez partagé dans les organisations de jeunesse, parce qu'on parle aussi pas mal de ça, puisque tout simplement aujourd'hui, c'est vrai que la représentation politique, etc., et parce qu'il y a quand même une volonté d'engagement, par contre la volonté d'engagement dans les structures traditionnelles, elle est plus compliquée, parce que, moi je vous donne juste mon exemple. Moi, la première fois que je suis allé voter de ma vie, j'ai voté François Hollande, quoi. Et donc là aujourd'hui, je suis un petit peu déçu, quoi, par ce qui s'est passé. Et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette perte de confiance, plus après un matraquage médiatique, etc., anti-syndicats, anti-partis, anti-organisations traditionnelles, tout ça alimente pas mal de choses. Donc je pense que nous, on a quand même une responsabilité collective à avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on fait évoluer nos structures pour pouvoir justement répondre à cette volonté d'engagement-là, et que nos organisations, elles restent le réceptacle de la colère des gens, qu'on peut derrière traduire en mobilisation concrète, en conquête sociale, etc., pour aussi pouvoir redonner de la confiance en la force collective à pouvoir faire changer les choses. Nous, en tout cas, c'est un travail qu'on essaye de faire, et je trouve que cette mobilisation qui part justement des réseaux sociaux, elle bouscule aussi justement nos organisations traditionnelles qui sont habituées à aller voir les gens avec le tract, la pétition, etc., et les manières très classiques de se mobiliser pour en fait réfléchir à une complémentarité des différentes actions, et faire en sorte qu'en réalité notre collectif et notre croyance en la transformation sociale, elle puisse passer par d'autres vecteurs, et en tout cas qu'elle puisse continuer à se poursuivre. Et je pense que c'est un petit peu ça qui nous attend dans les prochaines années. Du coup, sur cette question-là du dégoût, un peu même du rejet de la politique,
En fait, moi, quand je discute avec des jeunes, c'est pas la politique qui rejette, parce que les gens, quand ils parlent, ils en font de la politique, en fait. C'est l'institution, le côté institutionnel qui rejette, parce que, y compris chez les jeunes, il y a quand même, Martin l'a dit du coup, mais il y a beaucoup de gens qui ont voté François Hollande en 2012, des jeunes. Et en fait, bon, bah là, quand tu as un gouvernement socialiste qui fait une loi comme ça, forcément, les gens sont un peu amorphes et découragés au début en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, finalement, on se rend compte que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et l'idée, c'est que comment est-ce qu'il y a toutes ces formes de mobilisation qui apparaissent là, parce que le côté traditionnel, on se dit peut-être que de toute façon, il y a le tous pourri qui vient très vite, etc. Il faut réussir à faire sortir les gens de ça aussi, parce que c'est ça les démarches que nous, en tout cas, quand je parle de mon organisation, on essaye d'avoir, parce que en plus, on est une organe de jeunesse. L'idée, c'est d'être la porte d'entrée en politique pour plein de jeunes. Et l'idée de ça, c'est de montrer que la mobilisation collective, elle sert encore, et que en se mobilisant, on peut gagner des choses, quoi. Et ça, c'est compliqué encore à faire entendre, parce que bah ouais, il y a un dégoût, il y a un petit peu un désespoir qui se met en place. Et là, on sent que ça prend. Donc, parce que moi, ce que je disais au début, quoi, mais je pense que toutes les formes de mobilisation qu'il y a, elles convergent. Et c'est comment est-ce qu'on arrive justement à se dire, bah en fait, oui, aujourd'hui, qu'on soit dans une organisation politique, une organisation syndicale, ou qu'on n'y soit pas. Alors même si évidemment, hein, moi, je suis dans une organisation politique, et l'idée, je veux que les gens ils viennent dans mon organisation, c'est normal, mais par contre, il y a aussi des gens qui n'y sont pas, et c'est comment est-ce que collectivement on arrive à faire des choses ensemble, et que si on se mobilise, et ben on arrive à faire changer les choses, et que en fait, bah ouais, il n'y a pas des choses qui se décident comme ça et qu'on peut rien faire pour changer, et que plus on sera dans la rue, et plus il y aura de gens mobilisés, et plus il y en aura, plus on arrivera à faire bouger les choses. Et ça, je pense que bah c'est ça qu'il faut réussir à faire entendre. Et moi, depuis quelques années, je me disais bon bah les mouvements sociaux, ça démarre pas, c'est compliqué, etc. Et là, il y a quand même un nouvel espoir qui renaît. Et je pense que vraiment, ça donne du baume au cœur à tout le monde, y compris quand on est responsable d'une organisation et qu'on se dit, bon, bah, voilà, il y a des gens qui descendent dans la rue, là, ça y est, il y a des gens qui se mobilisent sur le net, il y a des gens qui sont à fond. Et bah, en fait, ça met du baume au cœur à tout le monde. Et je pense que là, il y a quelque chose qui prend, et il faut qu'on s'en saisisse et qu'on avance, quoi. Et du coup, je pense que le 31, on verra aussi ce que ça donne, mais enfin, je dirais que ça sent bon, quoi. Évidemment, cette loi, elle est aussi un rejet, évidemment, sur le contenu de cette réforme, mais je crois qu'il y a une exaspération plus globale sur la politique de François Hollande. Tout le monde a dit ici qu'ils avaient voté pour François Hollande et qu'ils avaient été déçus de ce qui a été fait et du bilan. Qu'est-ce qu'on va retenir du bilan de François Hollande? Ça va être la déchéance, ça va être le discours de Valls sur les migrants qui est juste honteux, ça va être la loi travail. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'il y a une responsabilité de la gauche, d'une manière générale, à essayer de travailler à un projet alternatif. Moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a deux gauches qui sont totalement irréconciliables. Ils ont tué la gauche au gouvernement avec ce bilan calamiteux qui est celui d'aujourd'hui, et que je suis convaincu qu'il y a une vraie responsabilité de la gauche aujourd'hui à remobiliser, je le disais, autour des questions qui sont celles des intellos, celles des chercheurs, celles des artistes, etc. Et qu'il faut remobiliser très largement avec eux pour proposer un projet qui soit vraiment crédible. Et que la question de la mobilisation dont vous parlez tout à l'heure, c'est aussi la question de la crédibilité. C'est-à-dire qu'on va réussir à rassembler plus largement à partir du moment où on aura un discours qui sera crédible, qui sera audible, et qui sera aussi, je pense, un projet de transformation, qui sera aussi un discours de transformation vraiment dans la radicalité. Et je pense que cette échéance-là est majeure, et qu'il y a évidemment deux échéances. La première, c'est le retrait de cette loi, et deuxième, c'est la construction d'une alternative. Et là-dessus, je pense que les mouvements citoyens, les mouvements politiques et les syndicats ont une grande responsabilité. Merci. Alors brièvement, donc effectivement, c'est sûr que la précarité, c'est sûr que la répression syndicale, ça aide pas à la syndicalisation, et c'est sûr qu'il faut qu'on travaille à lutter contre ça. Mais je pense quand même que les mouvements sociaux, c'est toujours difficile de dire quand ils vont émerger, mais qu'il y a un travail syndical au quotidien dans les entreprises, le fait de faire entendre un discours alternatif, le fait d'avoir un contre-pouvoir au patronat, ça paye aussi dans ces mouvements sociaux-là. Donc c'est compliqué de voir les choses au tenté avec un mouvement sur les réseaux sociaux. Il y a une construction au quotidien qu'on fait. On va voir les salariés, on essaye d'avoir ce discours alternatif, on essaye d'en discuter avec eux. Donc voilà, c'est aussi les fruits de tout ce travail-là. Il ne faut jamais le négliger, je pense. Par ailleurs, tu as raison, il faut qu'on entretienne des liens plus pérennes. On le fait dans des moments comme ça, on voit toutes les organes de jeunesse, mais un lien plus pérenne pour travailler des alternatives, ça me semble être la bonne idée. D'ailleurs, nous, on a été concertés par le GR Pacte, et ce coup-ci, je peux dire vraiment concerté, puisque ça a été un travail de longue haleine. Donc voilà, c'est un travail intéressant. Je pense qu'il faut qu'on arrive tous ensemble à construire cette alternative, ça me semble évident, et c'est évidemment ce projet de transformation sociale qui mobilisera. On mobilise pas uniquement, on mobilise
contre un texte, c'est bien, mais il va falloir mobiliser pour. C'est l'urgence, c'est évident. Donc rendez-vous le 31 mars pour ça. Et sinon, vous avez vu, donc on progresse, hein, Twitter, Facebook. Pas encore de profil mythique, mais on désespère pas que le lien d'amour avec les syndicats se renforce jour après jour. Voilà, donc rendez-vous le 31 en tout cas. Merci, donc il est 19h29. Je remercie les intervenants pour la qualité de leurs prestations. Et je passe le relais à Jacqueline Fraisse pour la table ronde numéro 2.